Bonjour, bienvenue sur Mosaïque pour une édition spéciale consacrée aujourd'hui à la situation des Juifs de France. On est en ligne pour en parler avec deux invités qu'on a déjà reçus d'ailleurs sur Mosaïque. Steve Ohana, économiste qui travaille aujourd'hui dans une start-up israélienne. Bonjour Steve Ohana. Bonjour Et Antoine, Dov merci. Maimon, qui est directeur de recherche à l'Institut politique du peuple juif de Jérusalem. Bonjour Dov Maimon. Bonjour Antoine, bonjour Voilà, Steve, alors c'est un sujet bonjour évidemment chers très auditeurs. d'actualité, on va dire. La première question sera pour vous, Dov Maimon. Vous êtes en ce moment très actif, il faudrait dire encore plus actif peut-être que d'habitude, pour anticiper au cas où une alia importante des Juifs qui vivent en France. On va revenir dans un instant sur les raisons pour lesquelles une telle anticipation vous paraît aujourd'hui nécessaire. Mais d'abord, un mot peut-être de vos activités du moment, vos activités concrètes. Qu'est-ce que vous cherchez à mettre en place? En quoi consistent les démarches que vous entreprenez en ce moment? En effet, je suis assez actif, ça veut dire je dors pas beaucoup. À part le fait d'avoir des enfants sur le front, je dors pas beaucoup et donc ça me laisse du temps. Et donc j'ai écrit une vingtaine d'articles dans la presse israélienne, en hébreu, en anglais. Donc vous avez quelquefois, je suis intervenu aussi sur des médias francophones, mais surtout sur des médias en hébreu, la télévision israélienne, dans des endroits où j'essaye de créer un intérêt, un soutien politique et public des Israéliens sur le fait que on veut de l'Aliyah des Juifs de France et que ça doit être un sujet qui doit monter, qui doit être un sujet important pour le pays. Évidemment, on est en pleine guerre, donc il y a d'autres priorités, donc faut le faire d'une certaine manière. On a créé justement au JPPI, pour lequel le centre de recherche, le think tank dans lequel je travaille, on a sorti des statistiques, on a demandé aux Israéliens, donc un cluster de 8000 Israéliens, c'est quelque chose de très très important, bien plus que tous les sondages qu'on a en France, où on voit que 85% des Israéliens disent que on est prêt et on conseille aux Juifs de diaspora de venir en Israël. Et 67% disent en ce moment même, alors qu'on est en pleine guerre, venez, quittez et venez ici. Hein, en 2000, les gens partaient sur Londres, partaient sur New York. Nos jeunes, pour partir aujourd'hui, aller à Londres, c'est pas forcément une option. Aller à New York, on peut plus aller à Columbia University, donc on se trouve dans une nouvelle situation. Et hier, bon, je vous prends quelques trucs, donc je fais des débriefings quand on me le demande au ministère de la diaspora, au ministère de l'Alien. On me demande, Dov, Arav Dov, est-ce que vous pouvez me faire quelle est la situation là-bas? Et hier, j'ai monté deux commissions spéciales à la Knesset, une sur la protection des communautés, pas seulement de la France, il y a d'autres pays, bien entendu, tous les pays d'Europe sont concernés, enfin l'Europe continentale, et puis et une sur les plans d'aliyah d'urgence. Les plans d'aliyah d'urgence, je dis simplement pour ceux qui ne voient pas ce que ça veut dire qu'on a autour de la table les différents ministères, et on dit qu'est-ce que va faire le ministère de l'Éducation, qu'est-ce que va faire le ministère du Logement, qu'est-ce que va faire le ministère de la société, de la santé ou les autres ministères. Tous les gens doivent dire qu'est-ce qu'ils doivent faire et on doit rendre des comptes face à une commission qui exige d'eux de donner des rapports et savoir Et comment on va alors, faire ces choses. Évidemment, c'est des plans. On risque rien, c'est pas qu'on est en situation de risque, on dit simplement il faut être prêt à tous les scénarios, le peuple juif peut pas se permettre de pas être dans tout l'année, il faut préparer ces scénarios dans des plans qui alors doivent être prêts en c'est cas quoi où les il se passe scénarios? quoi C'est que quoi ce les soit, scénarios et les comment on va plans? y aller. Ça consiste en quoi un plan pour l'ALIA, par exemple? Ça consisterait en quoi? Ben, bon, disons que d'une manière générale, on va dire que depuis la fin du 19e siècle, le début du sionisme, tous les 10-15 ans, on a un pays où il y a une crise. Et en général, ce qui se passe, c'est que les plus brillants, les plus diplômés, les plus riches partent aux États-Unis. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Une poignée d'idéalistes viennent en Israël, et puis tous ceux qui arrivent à se cacher, à disparaître, à maraniser, vont essayer de se cacher. Et puis, et ceux qui n'ont pas le choix vont venir finalement en Israël. Il y en a certains qui vont essayer d'aller dans différents pays, au Portugal, en République tchèque, mais combien on peut aller dans ces pays? Je veux dire, on a déjà 15 000 juifs qui sont partis en Portugal. Les Portugais, ils commencent à en avoir un peu marre. La République tchèque, ils vont avoir. En Corse, on va mettre 2000 personnes. Et après, les gens, ils vont dire, oh, c'est un peu trop. Donc, les juifs vont venir en Israël. Ils ne le savent pas. C'est ça qui est très spécial. C'est que on travaille alors que les gens ne le voient pas. On ne voit pas le mouvement. Le mouvement n'est pas là. On travaille, on se prépare sur des scénarios. C'est le métier de la prospective, du temps long. On essaye de préparer en se disant, on espère que ça, on prie toute la journée pour que ça n'arrive pas, mais il faut se Alors, on va préparer. reparler de la Je peux situation expliquer un tout peu en plus, France. voilà. Un Alors, petit je mot vous d'abord dis, sur l'écho que voilà. vous rencontrez dans vos démarches auprès des autorités israéliennes. Est-ce qu'elles vous écoutent? Est-ce qu'elles considèrent aussi que c'est une question Alors, d'actualité? étant donné qu'on donne beaucoup d'informations
Dire combien qu'il y a de terroristes qui ont fait Daesh et il y a 520 ou 580 terroristes qui ont fait Daesh, qui ont été des combattants de Daesh, qui ont purgé leur peine en France et qui sont en liberté en France sans être surveillés, étant donné qu'on a, en juin dernier, 500 villes qui se sont révoltées pendant les émeutes de juin 2023, et que la police n'a pas été capable d'arrêter ça, c'est les barons de la drogue qui ont arrêté, hein, étant donné qu'on a énormément d'informations, 800 zones de non-droit où la police ne gère pas, étant donné qu'on sait qu'est-ce qui se passe, et les informations qu'on a de la DGSI, quand on dit que vous savez, quand on dit que 28% des musulmans en France sont rigoristes, et on fait un plein retour d'identitaire, et plus ils sont éduqués, plus ils font un retour d'identitaire, 28%, ça fait déjà presque 2 millions de personnes, 3 millions de personnes, et parmi les jeunes, plus ils sont jeunes, 50% parmi les jeunes. Quand on donne tous ces détails, évidemment, c'est basé sur des datas. Tout ce qu'on dit est basé évidemment de datas qui sont validées. On va pas au Conseil des ministres sans savoir ce qu'on veut dire. Donc, quand on présente les choses devant les responsables politiques, eh ben, ils nous écoutent, ils disent, bon, nous, on connaît. C'est-à-dire et là, les gens qu'on peut entendre en face de nous, ils nous disent, si on a bien compris ce que vous dites, la Ravdov, vous êtes en train de nous dire que on est le 6 octobre, il s'est rien passé le 5 octobre, il s'est rien passé le 4 octobre, il s'est rien passé le 3 octobre, 2 octobre, donc on a l'impression que tout va bien. Mais en vérité, un viol d'une gamine ici, une Sarah Halimi qu'on jette de sa fenêtre avec 23 policiers en bas et personne ne bouge parce qu'ils n'ont pas reçu d'ordre, des problèmes pour le baccalauréat, des problèmes à Sciences Po. On entend toutes ces informations et tout ça cumulé donne, si vous voulez, un certain climat délétère, la crise économique de la France. On peut dire aussi beaucoup de choses. Vous savez, la dette, etc. Le gouvernement qu'on va avoir en France, je m'intéresse pas à savoir qui va être le ministre de Macron. C'est un truc temporaire et éphémère. Mais ce qui va se passer, par contre, on voit des tendances démographiques lourdes. Donc, quand on raconte à tous ces gens-là qu'on a en France une tendance démographique lourde, qu'on a d'après, donc on a d'après, et c'est comme disait Alfred Sauvy, le démographe français, il disait c'est la démographie qui pilote. Donc, on a des choses, qu'on a un mouvement. Et on dit, dans les télévisions, une des télévisions israéliennes, ils m'ont dit, bon, si on a bien compris, les Juifs sont entre le marteau et l'enclume. Soit il y aurait une islamisation, soit de l'autre côté, un contre-coup contre l'islamisation, on risque de se retrouver dans une libanisation, enfin des choses. Les scénarios catastrophes, on n'a pas besoin de les décrire, on les connaît tous, on l'a vécu en Algérie en juin 62, on sait ce qui s'est passé. On sait qu'au XIIe siècle, 90% des Juifs vivaient sous l'islam et qu'aujourd'hui, 1,5%, que les Juifs sont pas des arbres, sont des pieds. Enfin, toutes ces choses-là que tout le monde connaît. Donc, on n'a pas beau chose à se dire. On a simplement de dire quelque chose. Et comme les gens connaissent les stratégies de l'islamisme mondial, qui est à la fois un mélange de ce qu'on appelle en anglais soft power and hard power. Le hard power, c'est-à-dire la puissance forte, c'est le djihad, vraiment le terrorisme tel qu'on le connaît, mais aussi la menace à l'émeute. Quand on fait des menaces quand on fait les menaces on risque d'attaquer les Jeux Olympiques en France. Quand on a besoin d'appeler le Qatar. Or le Qatar est le plus grand financier, qui est le bailleur de fonds de toutes les œuvres de musulmanes en France, de tous les frères musulmans partout. Donc ils peuvent arrêter les émeutes en France, ils peuvent arrêter les émeutes à Gaza, puisque c'est eux qui financent tout ça. Et c'est eux qu'on va appeler. Pas pour rien qu'on appelle le Qatar pour aller protéger les Jeux Olympiques. Tout ça fait qu'on a l'impression que ça donne quand même un décor qui fait que les ministres et les décideurs israéliens sont assez Alors, on va passer la parole à Steve dans tout un instant, mais d'abord quand même un dernier mot sur ce que vous percevez de la position des dirigeants communautaires français. Vous êtes aussi en rapport, j'imagine, un peu avec eux. On a parfois le sentiment qu'ils sont pas exactement sur cette longueur d'onde. Il faut dire que la fin d'un certain franco-judaïsme, ça pourrait aussi affecter certaines positions de ces dirigeants. Est-ce qu'ils soutiennent votre démarche ou est-ce qu'ils la comprennent, ces dirigeants de la communauté française? Dov Maïmon, en quelques mots. Je dirais qu'ils sont dans leur rôle. Le grand rabbin de France doit être avec la République. On prie toutes les semaines pour le salut du royaume. Ça fait partie de ce qui est écrit dans les Pirkei Avot. C'est quelque chose de très important. Ils sont toujours avec le pouvoir en place et ils considèrent que la République doit nous protéger. Le problème, c'est qu'on sait que notre carte d'identité ne nous a pas protégés en 1942, ça ne nous a pas protégés en 1933 en Allemagne. Donc, les institutions juives de France, il y a deux sortes d'institutions. Il y a aussi la même fracture dont on parle au gouvernement de la France, on a aussi une fracture dans la communauté. On a eu 28 dirigeants communautaires qui ont rencontré Marine Le Pen quand même lundi dernier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire et ça fait partie. C'était la rue juive. Ceux qui n'habitent pas dans les quartiers protégés, ceux qui habitent dans toutes les banlieues, c'est 140 communautés comme ça qui sont intégrées dans une même organisation. Et ces gens-là savent très bien ce qui est en train de se passer. Ils savent. Et eux, ils n'ont pas
ils vont pas aller, ils vont pas forcément soutenir Macron. Ils pensent surtout aux gens. La rue juive, elle sait qu'elle est en danger, si vous voulez. Donc la rue juive sait qu'elle est en danger. Les gens savent que leurs petits enfants ne vivront pas en France. Mais non, qu'il y ait des gens aux institutions, et ils sont dans leur rôle. Et peut-être que moi-même, si j'étais à la place de Jonathan Arfi au CRIF, je dirais la même chose que lui. Il est dans son rôle. Le grand rabbin de France est dans son rôle. On ne peut pas être tous grand rabbin Moshe Sebag qui va dire aux gens c'est fini, la date de péremption du yaourt est passée. Envoyez vos jeunes en Israël, c'est déjà fini. Je pense que c'est pas, on peut pas être dirigeant on est dans un bateau, le capitaine reste à bord. Je pense que ils sont dans leur rôle. Je suis pas là pour critiquer, certainement pas les dirigeants qui eux se mesurent avec des difficultés réelles et qui connaissent la situation bien mieux que nous. Moi, je vous regarde. Ce que je veux vous dire là, maintenant, Antoine et chers auditeurs, je veux dire quelque chose de très important. Vous m'avez posé une question, Antoine, je vous ai répondu très franchement. Ce que je vous ai dit, c'est ce que je dis devant un parterre de généraux israéliens, devant un parterre de ministres israéliens, sans prendre des gants. Donc c'est la perspective israélienne qui regarde avec la démographie, qui regarde avec les tendances de fond. Mais quand les gens vivent en France, ils ont d'autres perspectives, ils ont d'autres enjeux. C'est compliqué de penser comme ça. C'est normal qu'on a un déni de réalité. C'est un peu notre stratégie de survie. Donc, ce que moi je vois depuis Jérusalem, c'est normal qu'on le voit pas de la même manière qu'on est à Paris. Donc, je suis pas critique envers les gens qui travaillent au quotidien pour protéger la communauté de la meilleure façon. On sait que le questionnement a grandi effectivement dans une partie importante de la communauté, notamment après ces dernières élections, selon l'animateur Arthur, par exemple, qui vit lui-même sous protection policière, il n'y a plus un seul juif qui ne réserve, par exemple, un taxi ou ne commande un Deliveroo sans changer de nom. Et le CRIF a d'ailleurs fait récemment un spot sur ce thème en montrant des scènes de la vie quotidienne où on voit les juifs se cacher pour faire le kidouche ou pour enlever leur mezouza, etc. Steve Ohana, vous vivez depuis maintenant une dizaine d'années en Israël. Vous avez évidemment comme beaucoup d'olim français francophones, vous avez gardé des liens avec la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec le tableau que vient de nous dresser Dov Maimon et comment vous le compléteriez de votre côté? Alors, merci beaucoup de votre invitation. Je partage l'essentiel du constat de Dov Maimon. Je rajouterai simplement une analyse sur l'exil qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre la fin d'un exil et ces choses-là sont des choses qu'on connaît dans l'histoire du peuple juif. On a vécu l'exil de Babel, dont Abraham est sorti. On a vécu l'exil d'Égypte, on a vécu l'exil de Perse, on a vécu l'exil de Grèce. Et enfin, on était en Israël, mais on l'appelle quand même l'exil de Grèce. Ensuite, l'exil de Rome qui s'est divisé en plusieurs sous-exils. L'exil dans les pays arabes, l'exil des Juifs du RSS. Et là, on est en train de vivre quelque chose de dimension cosmique. La fin du dernier exil du peuple juif, l'exil de Rome. Tous les signes convergent. C'est une réalité quasiment immanquable qui traverse tout l'Occident. Tous les signaux sont dans le même sens depuis 20-30 ans. On en voit des secousses généralisées parce que tout ce qui concerne le peuple juif, en fait, l'histoire du peuple juif est en miroir de l'histoire de l'humanité, comme d'ailleurs l'histoire de Babel était en miroir de l'histoire de la naissance du peuple hébreu, qui était en réaction à cette déchéance, de cette décadence de l'humanité à Babel. Tout est en miroir, donc la renaissance d'Israël est en miroir d'une certaine décadence de l'Occident. Elle a annoncé le renouveau identitaire qu'on est en train de voir partout en Occident. Et maintenant, les Juifs de diaspora sont vraiment à l'intersection, au carrefour, entre d'un côté le renouveau de l'identité hébraïque et de l'autre une identité occidentale qui est en train de renaître à partir d'une décadence. Et en fait, mon point, c'est que finalement, la seule façon pour les Juifs de diaspora de rejoindre le mouvement général vers la redécouverte des identités qui renaît de la décadence, c'est de rejoindre le mouvement sioniste, qui est la seule identité nationale à laquelle ils peuvent authentiquement participer. Ouais. Et la tentative, par exemple, d'Éric Zemmour de se greffer à la renaissance nationale, la renaissance identitaire du peuple français, on voit qu'elle s'est soldée par un échec et c'est un signal, un symbole éminemment important qui doit être bien compris.
Il y a de nombreux juifs qui s'interrogent quand même sur l'opportunité du moment de faire son alia alors que le pays est en guerre. Il faut reconnaître que c'est pas forcément des conditions idéales, en tout cas vu de France. Comment ça se présente cette alternative aujourd'hui selon vous, Steve Ohana? Et puis même question pour Dov Maimon après. Eh ben, c'est évidemment très difficile de passer d'une mentalité juive à une mentalité hébraïque. C'est tout ce que nous a enseigné Manitou. Donc, on était dans un judaïsme émancipé depuis la Révolution française, où l'identité nationale a été transformée en identité confessionnelle. Les Juifs se sont pris au jeu. Évidemment qu'il y a eu la parenthèse de Vichy qui a été très traumatique, mais derrière, finalement, le jeu de la confession a continué, mais la renaissance d'Israël sur sa terre a perturbé complètement l'identité franco-judaïque, et en montrant que la réalité, que le judaïsme n'est pas une confession, que c'est une identité nationale. Et donc aujourd'hui, les Juifs français se retrouvent dans cet entre-deux extrêmement difficile. J'ai énormément de compassion pour eux. Je vois la dualité, tous les dilemmes dans lesquels ils sont en ce moment prisonniers. Nous avons un énorme rôle à jouer. Tout ce qui se passe, nous sommes un même corps. Le peuple juif est inséparable. Tout ce qui se passe là-bas a un retentissement ici. Si le bras est malade, tout le corps est malade. Donc nous sommes complètement solidaires de ce qui se passe là-bas, et nous leur tendons la main. Et nous sommes là pour répondre à toutes leurs questions, à toutes leurs angoisses. Et c'est évident que la solidarité dont on va faire preuve dans les prochaines vagues d'Alia n'aura rien à voir, je pense, avec celle du passé. On a tous pris conscience de l'ampleur et de l'importance des enjeux aujourd'hui. Je repose ma question parce que je parlais de la situation vue du point de vue français. Quand on voit le pays en guerre, Dov Maimon, est-ce que c'est le moment de faire une campagne pour l'Alia alors qu'on sait très bien que non seulement le pays est encore en guerre, mais il y a des menaces nouvelles qui apparaissent? Qu'est-ce que vous répondez à cette inquiétude-là? Alors, on va faire une différence entre le court terme, le temps immédiat et un tout petit peu plus longtemps. Alors, les Juifs savent que leur place n'est plus en France. Vous le savez très bien, tout le monde le sait, qu'ils savent que leurs petits-enfants ne seront pas en France. Ils savent déjà depuis un bout de temps que c'est fini, qu'en fait, la situation, la démographie, l'économie, le renouveau de l'antisémitisme, tout ça fait que on est dans un antisémitisme décomplexé. On est une situation où la situation s'est aggravée. On le savait déjà avant, et donc il y a un moment à faire. Est-ce qu'on est capable maintenant de le faire? Il est évident que le passage, l'émigration, donc on sait que c'est toujours une conjonction de facteurs répulsifs, facteurs attractifs. Est-ce qu'il y a suffisamment de choses qui nous poussent? Est-ce que c'est suffisamment attirant de l'autre côté? Est-ce que les gens vont partir? C'est de la même manière que les Juifs sont partis de Tunisie ou du Maroc. Ça veut dire qu'il y a une chose. Le paradigme fondamental, c'est le paradigme où on se disait on est au bord de la mer. Il y a une vague qui arrive, on va baisser la tête, on va attendre que ce qu'on veut. Sauf que ça n'a pas marché, notamment dans les pays arabes, que ce soit en Irak, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie. Ça veut dire que quand il se passe dans une autre, ça dépend des civilisations. Quand on a une civilisation en face de nous qui est combattante, conquérante, etc., il n'y a pas ce scénario-là du bord de mer. Donc, est-ce que c'est possible de venir en Israël? J'ai beaucoup de téléphones de gens qui me disent j'ai prévu de venir en Israël, que vraiment c'est pas dangereux. Alors, comment j'ai pu gérer cette chose-là, Antoine et Steve et chers auditeurs? Moi, j'ai demandé à toutes sortes de gens. J'ai demandé à des gens qui sont venus il y a 30 ans. J'ai demandé à des gens qui sont venus il y a 40 ans. J'ai demandé à des gens qui sont venus il y a 20 ans. Des gens qui sont venus à 10 ans. Ils ont mangé des cailloux. C'était difficile parce que émigration, c'est toujours plusieurs années, sauf si on est bien préparé, si on prépare un atterrissage. Eh ben, en général, c'est une situation où on n'a pas les réseaux sociaux, on connaît pas exactement, on est perdu, on sait pas trop. Mais je regarde ces gens et je leur dis, est-ce que vous avez fait le bon choix? Évidemment, vous me direz, évidemment, les gens, ils ont tendance à rationaliser. Ils vont dire, oui, j'ai fait le bon choix dans ma vie. Tous les gens diront toujours ça. Et alors, je leur demande, mais prouve-le-moi. Et là, les gens me prouvent, ils me disent, voilà, je regarde les gens qui sont venus il y a 30 ans en Israël, ils me disent, regarde, je suis dans un groupe WhatsApp avec mes frères et sœurs, avec mes cousins, etc. Leurs enfants sont partis en vrille, ils sont déjà plus juifs, ils prennent le prénom de leurs copains, de leurs copines, leur nom de famille d'égoï parce qu'ils veulent même plus paraître juifs. Ils me disent, regarde où ils en sont, alors que nous, nos enfants sont sur le front, nos enfants sont dans une dignité, dans une beauté extraordinaire où ils sont prêts
à affronter. Ils ont pas besoin de cacher le fait qu'ils sont juifs. On a vu les sondages qui sont sortis de l'Union européenne, qui sont sortis cette semaine. Et c'était avant le 7 octobre. Hein. Et 96% des juifs d'Europe. Donc, moi, vous parlez de la France, mais pour moi, la France, ça fait partie d'un continent, bien sûr. Ce qu'on voit en France, c'est ce qu'on voit aussi en Belgique, c'est ce qu'on voit aussi en Allemagne, c'est ce qu'on voit aussi en Angleterre, etc. Donc, ces gens, on a 96% ont souffert d'antisémitisme, 75% sont des gens qui doivent cacher, 78% cachent occasionnellement ou tout le temps le fait qu'ils sont juifs. Est-ce qu'on a envie de vivre avec une vie où on doit vivre caché? Est-ce que c'est ça ce qu'on peut souhaiter à nos, comment on peut dire à nos enfants reste juif et en même temps en lui disant cache-toi? Est-ce qu'on peut envoyer nos enfants à l'école en ayant peur qu'ils se fassent agresser, violer ou martyriser en classe? On leur met des croix gammées sur leur cahier, j'entends, et les gens ne se plaignent même pas. On a vu que les chiffres sont que moins de 10% des actes antisémites sont référencés et moins de 10% des actes référencés sont punis. C'est-à-dire que même non seulement les Sarah Halimi l'assassin de Sarah Halimi est libéré, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pression parce que le gouvernement lui-même préfère la paix sociale. Donc on a une situation, on se rappelle même ce qu'avait fait Sarkozy. Il a dit on va les laver au Karcher, tolérance zéro. Et puis finalement, il a fait des deals avec les grands frères, avec les frères musulmans. Il a construit des mosquées un peu partout. Et dès qu'il y a des mosquées qui arrivent, on a déjà parlé, les Juifs quittent. C'était le cas à Créteil au bord du lac. C'est le cas qui se passe maintenant pour la nouvelle mosquée qui s'ouvre à Levallois. Et d'ici 1 an, 2 ans, elle va être aux mains des islamistes. C'est évident, même si aujourd'hui, c'est avec des gens qui sont en costume cravate, qui sont très gentils, qui envoient des fleurs pour les bar mitzvahs. Mais on sait très bien comment ça se passe. Ceux qui connaissent le monde de l'islam, et j'ai un doctorat en islam, donc on connaît bien comment fonctionne l'islam combattant à travers le monde. On sait comment il fonctionne partout. Et leurs scénarios sont toujours les mêmes, y compris le viol comme arme de guerre des razzias islamiques depuis 13 siècles. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour venir en Israël? En Israël, il est possible qu'on va avoir une situation un peu difficile, mais en fait, on est quand même protégé. On a compris que le Hezbollah n'est pas... J'ai eu la chance de voir votre émission avec Eric Danon. Donc, en lui-même, il dit que on risque d'avoir une guerre avec le Hezbollah, peut-être, mais ça va. Faut dégonfler le ballon. C'est pas non plus une menace incroyable parce que Israël pourrait vraiment réduire à tout. La guerre de Gaza est en train de se finir. Bon, on a beaucoup de bruit en France. Ils vont dire, mais le bruit, c'est vrai. C'est pas le bruit qui va faire peur à un peuple qui a 3500 ans. Donc, on arrive ici, on a notre dignité. C'est possible que ça va être difficile, mais on a participé. Maintenant, je veux reprendre bien sûr ce qu'a dit. Je suis pas ignorant même si je vous parle dans un langage, si j'ai enlevé Dieu de l'équation pour vous parler, vous voyez les livres qui sont derrière moi, je suis pas complètement coupé de tout ce qui concerne. J'ai pas du Picasso derrière moi, monsieur Steve. Moi je suis chez moi. Alors, justement, donc je suis chez moi et ma culture, c'est évidemment les livres juifs qui nous disent tous qu'on est en train de vivre un moment historique, cosmique. On est en train de vivre un moment. Dieu nous sourit, il nous appelle à venir. Si on n'entend pas le sourire et la musique du sionisme et la musique du peuple juif qui revient sur sa terre, on risque d'entendre du Wagner, on va entendre d'autres musiques. Steve, vous voulez rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Dov Maimon? Non, je crois qu'on est vraiment sur la Mais même sur cette question longueur de d'onde. guerre, parce que vous connaissez bien des gens qui sont là-bas, Oui. peut-être dire un mot sur comment est-ce que cette situation de guerre est peut-être un obstacle ou au contraire une raison, je ne sais pas. C'est très intéressant cette question. Je vois que certains réflexes des Juifs français, c'est de dire, bah, vous voyez, vous n'êtes pas plus en sécurité que nous, vous êtes vous-même en guerre, donc finalement, ça résout rien. Mais comme disait le Rav Kook, c'est comme le cri de 2 femmes qui sont à l'hôpital. Les 2 femmes crient, les cris se ressemblent, mais en réalité, il y en a une qui est en train d'accoucher, elle crie parce qu'elle est en train d'accoucher, et l'autre, elle crie parce qu'elle est en train de mourir. Donc en fait, voilà, on vit pas du tout la même nature de souffrance. La souffrance qu'on vit, c'est effectivement ici comme une sorte d'accouchement. On est en train de vivre une sorte de deuxième guerre d'indépendance, hein, comme l'a nommé notre Premier ministre. C'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est pas qu'une guerre d'indépendance vis-à-vis de la région, vis-à-vis de nos voisins, mais c'est aussi vis-à-vis des États-Unis. On est en train de redécouvrir notre souveraineté, de trouver notre souveraineté. C'est un vrai accouchement, ce qu'on vit ici. Une délivrance dans tous les sens du terme, y compris cosmique. Et ce qui se passe en diaspora est autre chose. C'est une souffrance qui sonne plutôt un glas. C'est un glas qui est en train de sonner. Ça n'a rien à voir. Juste sur les 3 peurs des Juifs de diaspora, qui sont la peur sécuritaire dont on vient de parler, la guerre, le terrorisme, etc. La peur économique, matérielle.
Et la dernière qui est la peur sur tout ce qui est les mœurs, la rudesse peut-être israélienne, la chutzpah, et la qualité de vie, la cherté de la vie. Bon, ça va aussi un peu avec l'angoisse matérielle. Et il faut entendre toutes ces angoisses. Il faut essayer d'y répondre et raconter notre vécu. On a tous été confrontés, moi en tant que Olé Khadash, j'ai été confronté à ces 3 angoisses, tour à tour ou simultanément. Et elles existent et c'est pas la peine de nier en disant que c'est juste le pays où coule le lait, le miel, etc. Mais c'est comme à la façon des explorateurs qui se sont trompés en décrivant les choses d'une façon négative et en disant on va pas y aller. Ils avaient un biais, on va pas y aller. Là, il faut avoir un biais, on va y aller et on va affronter les angoisses et on va vous aider à les affronter. On va les visualiser, on va les surmonter ensemble. Voilà, je pense qu'il faut vraiment jouer en équipe cette fois-ci. Je pense qu'on a été un petit peu individualiste dans la diaspora française. Les Olim français sont un petit peu trop individualistes comparés aux Olim anglo-saxons, par exemple. Et je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir sur le fait que ça pourra plus se passer comme ça. Il faut vraiment qu'on joue en équipe et qu'on aide les Olim Hadashim à brûler beaucoup plus facilement les étapes que nous-mêmes on l'a fait. David Weimon, il y a un certain nombre de juifs quand même en France et ailleurs d'ailleurs, en diaspora, qui ne sont pas fondamentalement sionistes, qui ne partagent pas cette vision de l'histoire, qui maintiennent que l'exil, c'est aussi un état, disons, naturel peut-être pour le peuple juif, qu'il y a une vérité en tout cas d'un certain judaïsme à préserver en galoute. Est-ce qu'il n'y a pas, au point où nous en sommes, un danger peut-être de schisme au sein de ces communautés, certains juifs entre ceux qui sont d'accord pour partir ou pour essayer de partir, et puis ceux qui disent non, notre place n'est pas forcément en Israël. Est-ce que le moment n'est pas délicat sur ce plan, selon vous? Le diasporisme, c'est très intéressant, puisqu'on sait bien que dans la Bible, on a les Joséphiens, ceux qui viennent de Joseph et ceux qui viennent de David, on est déjà rentré dans des débats mystiques, donc on va y aller jusqu'au bout. Donc on a les tribus, les fils de Rachel et les fils de Léa. Et les fils de Rachel, c'est eux qui vont tenir le discours, justement, Joseph qui va être le conseiller de Pharaon, ça va être le Kissinger, ça va être les Attali, ça va être les Alain Minc, ça va être tous ces gens qui vont être les conseillers des grands patrons, puisque si on veut faire avancer le monde vers un monde un peu moins cruel, on a 2 façons de le faire, soit en avoir l'oreille des grands décideurs mondiaux, soit en essayant de créer un genre de laboratoire sur la terre d'Israël, où on sera un laboratoire de qu'est-ce que ça veut dire le vivre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire la mitoyenneté, qu'est-ce que ça veut dire le lien entre l'individu et le collectif, les tensions, toutes ces grandes questions, et d'essayer d'en faire un modèle qui serait, je dirais, un modèle d'inspiration pour toutes les nations. Donc on veut le but, c'est l'universel qui nous intéresse. Donc à travers ça, comment on va s'y prendre? Il y a 2 méthodes, la méthode diasporiste et la méthode de faire un laboratoire ici, un genre de kibbutz ici, qui serait un modèle d'inspiration, comme le judaïsme a été une inspiration pour le christianisme, l'islam et le libéralisme. Donc oui, il y a ce modèle du diasporisme, il y a une place pour le diasporisme, mais aujourd'hui, donc d'abord au niveau mécanique, ce que je vois, c'est que les gens qui résistent, est-ce que c'est pas parfois un genre de biais cognitif de confirmation où les gens essayent d'inventer une histoire en disant oui, on a besoin d'être là-bas pour... Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé. Ça veut dire qu'en fait, en habitant en Israël, on peut être totalement connecté avec tout ce qui se passe dans la culture. On peut faire des virées assez souvent à l'étranger. On n'est plus dans un monde où avant c'était un choix qui était un mariage catholique. Soit on était ici, soit on était là-bas. Aujourd'hui, on a la chance exceptionnelle de pouvoir être à la fois ici et là-bas. Donc on peut vivre en Israël et on le voit avec des sociétés comme Waze, vous voyez, ou Mobileye. Ils sont complètement en Israël et en même temps, pourtant, elles influencent, elles ont aidé à sauver des milliers de vies à travers le monde, tout en étant en plein Israël. On est aussi dans l'universel. C'est pas qu'on abandonne l'universel. Mais je voudrais reprendre un point important de ce qu'a dit Steve. On est un seul peuple, on est vraiment une seule chair. Et c'est loin de moi, et je crois de Steve aussi, de dire une quelconque leçon de paternalisme, de dire aux gens, écoutez, pourquoi vous partez pas? Je n'ai rien à dire à personne. Je sais combien c'est difficile. Je vis ça dans ma chair, dans ma famille proche. Je vois des gens qui souffrent aussi, qui sont difficiles. Et la seule chose que je peux dire, c'est préparez-vous, envoyez vos enfants déjà. Essayez de voir si vous pouvez préparer, partir. Sachez que ça sera encore plus dur dans 5 ans.
et Israël va vraiment arriver à des situations exceptionnelles. En vérité, l'histoire va se finir avec le Hamas et on va refaire les accords de paix avec l'Arabie Saoudite. On va revenir à une situation, même si ça ne se voit pas, on est en train l'histoire est déjà gagnante. On va voir qu'il peut y avoir des changements qui vont aller dans le sens où les choses vont pas forcément aller telles qu'on a pu voir. Et par contre, il faut rentrer dans l'histoire, il faut descendre, prendre le ballon et jouer au lieu de rester sur les estrades et de prendre des coups quand Israël se fait d'applaudir quand Israël réussit. On a la possibilité d'écrire soi-même notre histoire. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On n'a jamais eu cette chance. On est en train de vivre une chance, mais tellement merveilleuse. Mais vous le faites aussi, Antoine. Antoine, quand vous faites des émissions, vous avez beau être dans un petit village près du sud-ouest, mais vous êtes complètement ici. Donc, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on a besoin d'être physiquement en Israël pour être partie prenante du peuple juif? Ben, pas forcément. On peut d'abord faire une immigration mentale, et puis ensuite on fera une immigration physique. Et les gens doivent se préparer. Ils doivent se préparer de telle manière, à un certain moment, on va rentrer dans la grande histoire. Ce qui est important, c'est que la grande histoire est en train de s'écrire. Et dans cette grande histoire, tout à coup, le peuple juif a vraiment un message pour l'universel. Et c'est ça ce qu'on veut faire. Quand on vient en Israël, c'est un peu pour soi. Et d'abord, c'est pour soi et personne ne nous attend. Les Israéliens nous attendent. Même si on va faire des plans, on va faire des choses, mais ça sera jamais, chacun devra se lutter soi-même. Il faudra justement mettre en place peut-être un peu de solidarité entre les Français, puisque tout le monde, quel que soit votre métier, on a aujourd'hui une masse critique de Juifs qui ont fait leur alia, qui fait qu'aujourd'hui, on peut facilement trouver des milliers de personnes qui ont fait le même métier que vous et qui pourront vous aider à trouver du travail, même si on ne pourra pas vraiment vous aider, mais il va falloir faire sa place, etc. Mais il se passe quelque chose, les gens qui ont des métiers liés à la langue, ça ne va pas être facile, mais il se passe quelque chose de tellement métahistorique, quelque chose de tellement cosmique, une histoire incroyable. On croyait que l'antisémitisme était fini. Moi, j'ai grandi, jusqu'à l'âge de 18 ans, je suis né à Paris, j'ai jamais entendu une quelconque forme d'antisémitisme, ça n'est même pas, c'était inconcevable. Et aujourd'hui, on voit comment les masques sont tombés. Donc, il se passe quelque chose, c'est que si l'antisémitisme est capable d'être protéiforme et est capable de renaître de ses cendres en permanence, ça veut dire que le peuple juif aussi est en train de renaître de ses cendres en permanence et qu'il est en train de vivre un moment historique. Donc on a à la fois quelque chose qui nous dit c'est pas bien et à la fois quelque chose qui nous dit venez mes frères, ce que je vous dis que les sondages israéliens nous disent, les Israéliens disent rentrez à la maison, rentrez à la maison, rentrez à la maison. Voilà. Pas parce qu'il sera trop tard après, pas à cause des histoires de Sarah Halimi ou Ilan Halimi ou d'autres Halimi ou autre chose. Non, venez à la maison parce que c'est ici que vous avez la possibilité de construire sur du roc, pas construire sur de l'eau, pas construire sur du vent. Voilà, c'est ça ce qu'il faut surtout dire. Votre message de Maïmonde. Peut-être, Steve Wynn, puisque vous êtes un observateur aussi des situations économiques globales, des situations internationales, comment vous voyez, alors sur un plan à la fois géopolitique et stratégique, finalement, les évolutions du monde aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on assiste à un mouvement de démondialisation. Donc, ce qui s'est passé depuis 1945, c'est un mouvement progressif de mondialisation qui, en fait, a été préfiguré avant la Deuxième Guerre mondiale par une première mondialisation qui a été stoppée net par la Première Guerre mondiale, la montée du nazisme, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et tout ça a recommencé après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce mouvement, au départ, était assez respectueux des identités nationales et des particularités de chaque pays. Et de plus en plus, il est devenu totalitaire dans son essence, dans son esprit. C'est pour ça que je l'ai comparé tout à l'heure à Babel. Et la crise politique qu'on vit en France, qui est en fait partagée par tout le monde occidental, hein, on en voit les secousses, les spasmes aussi en Angleterre avec le Brexit, aux États-Unis en ce moment même avec Trump, eh bien, c'est un mouvement de démondialisation, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la mondialisation a déchiré l'économie et les tissus des sociétés nationales en créant des vainqueurs et des perdants, en créant des métropoles où se concentre l'activité et des friches industrielles, anciennement industrielles, où on voit le chômage, l'alcool, la dépression, et justement un vote de plus en plus contestataire qui va en général aller vers les mouvements d'extrême droite, qu'on appelle comme ça, on va dire identitaires. Et donc aujourd'hui, c'est à ça qu'on assiste. Et on y assiste avec énormément de chaos. C'est-à-dire que c'est un mouvement, la mondialisation ayant pris une telle ampleur, les économies étant tellement
interconnectés, que la démondialisation ne peut pas se faire de façon douce. Ça se passe de façon extrêmement chaotique et de façon la plus superficielle, on le voit avec les mouvements politiques, les élections, le RN, etc. Mais en réalité, il y a des secousses beaucoup plus profondes et les élites ont tendance à se focaliser sur juste la traduction politique des déchirures et pas sur la profondeur sociologique de ces déchirures. Et ces déchirures, il y aura un immense travail pour recoudre tous ces tissus qui se sont déchirés. C'est quoi les scénarios selon vous et je pense que, à partir de cette crise? Alors, il y a des scénarios qui vont du plus violent au contraire au plus favorable. Le plus violent, c'est que en fait on assiste à des guerres civiles dans toutes les sociétés occidentales, entre perdants, vainqueurs de la mondialisation, entre aussi les nouvelles couches, les nouvelles strates qui ont été accueillies plus récemment, en général en provenance des pays arabo-musulmans, et les Français qu'on appelle de souche. Donc ça, c'est les hypothèses les plus violentes. On y va tout droit, mais rien n'est inéluctable. Et justement, Israël a un énorme rôle à jouer parce que Israël est un melting pot. On a même 20% de population arabe en Israël. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que depuis le 7 octobre, il n'y a pas eu d'explosion majeure avec cette population arabe. Il y en a eu avant, par contre. Mais depuis le 7 octobre, il n'y en a pas. Donc, c'est très intéressant qu'est-ce que les sociétés occidentales qui vont renaître à ce moment-là dans leur identité ont à apprendre d'Israël pour gérer des minorités arabo-musulmanes aussi importantes sans connaître des secousses très fortes. Donc, en particulier, je trouve, il y a quelque chose dont ils peuvent s'inspirer, c'est qu'il y a la tolérance vis-à-vis des discours de haine ou des discours de rejet de l'identité majoritaire n'est pas grande en Israël. Elle est très réduite. Et je pense que ça, c'est quelque chose. Et en Allemagne, ils sont en train de prendre le même chemin. Allemagne, qui est d'ailleurs un des pays occidentaux qui est le plus intolérant vis-à-vis de la haine anti-israélienne. Et je pense que d'autres sociétés occidentales, et en particulier la France, ont intérêt à apprendre de cette tolérance zéro vis-à-vis des discours de haine envers l'identité majoritaire. Dov Maimon, le rôle d'Israël dans ce phénomène de démondialisation, est-ce que c'est de montrer comment on fait une nation qui ne soit pas un pur nationalisme? Bon, d'abord, Israël est loin d'être un pays parfait. On est dans un processus, on est en construction. C'est un pays jeune qui a 75 ans. Mais non, il y a des choses qu'on peut apprendre. Il y a des choses où peut-être dans certains endroits, Israël a aussi une avance sur certaines choses. Notamment, on a parlé de la minorité arabe maintenant. Ça marche pas pour rien que ça marche comme ça. Si ça marche et que les 20% d'Arabes en Israël ne se révoltent pas, c'est d'abord et avant tout parce que, pour trois raisons, d'après Sami Samoura, un grand professeur d'université de Haïfa, qui est né en Irak et qui est un communiste, un pur et dur. Il dit donc un matérialiste dialectique, et qui dit que trois raisons. D'une part, parce qu'il n'y a pratiquement aucune discrimination au niveau des droits individuels envers les Arabes. Deuxièmement, parce que le rapport démographique est protégé entre 20% de musulmans et 80% d'Israéliens, 20% d'Arabes et 20% et 80% d'Israéliens qui n'ont aucune envie de vivre à Damas ou à Gaza, ou même voir ni à Molenbeek en Belgique. Ils savent exactement ce que ça veut dire. Ils ont aucune envie, ils ont aucune romantisation, ils n'ont pas la fascination de l'islam, ils n'ont pas la fascination de Laurence d'Arabie, ils n'ont pas cette fascination qu'on voit parfois en Occident, qui est à la fois pour la barbarie, la haine et le désir de barbarie avec des choses incroyables, etc. Il n'y a pas cette romantisation, on sait exactement ce que ça veut dire. On n'a aucune envie de vivre à Gaza. Donc, et la troisième chose, c'est que les Israéliens, voilà, donc c'est la troisième chose, c'est le rapport démographique, les droits individuels, et troisièmement, c'est que les Israéliens n'ont aucune envie d'abandonner leur identité. Au contraire, leur identité est extrêmement forte. Ils ont une identité très très forte, et qui fait que justement, ce n'est pas discutable. Il n'y a aucune tolérance à vouloir. On n'a aucune envie d'une genre de créolisation avec les musulmans. Non, on veut rester chez nous. Vous voulez accepter notre identité, vous venez chez nous et vous adaptez. Je vois avec mes étudiants arabes à la fac, etc. Ils ont bien compris que c'est comme ça. S'ils veulent rentrer, il faut qu'ils s'adaptent.
dans dans la situation israélienne. Ceux qui veulent pas, donc la créolisation dont nous parle Mélenchon, elle a fonctionné en Israël, en tout cas du melting pot au sein des Juifs. On voit que entre les Éthiopiens, les Yéménites, les Séfarades, les Ashkenazes, tout ça marche parfait. Parmi nos étudiants, on voit qu'on a 50% ou 60% des jeunes qui sont des enfants de mariage mixte entre les différents mixity des retours d'exil de partout. Donc ce phénomène fonctionne parce que il y a un ethos commun, un ethos partagé, un projet sociétal partagé. Ça, c'est essentiel. L'État-nation, ça peut permettre la solidarité. Il y a deux choses qui font la solidarité et la cohésion nationale. Il y a d'une part l'homogénéité, comme dans les pays scandinaves, et il y a la solidarité qui fait qu'on a un sentiment d'avoir un projet partagé. Donc ça peut marcher. Si on a deux populations qui ne s'entendent pas, qui n'ont pas les mêmes projets sociétaux, qui vivent ensemble, on connaît deux grands modèles dans le monde. Le modèle impérial, avec une volonté, un pouvoir autoritaire extrêmement central et extrêmement fort. C'est ce qui existait dans les empires. Si on regarde dans l'histoire de l'humanité les 5000 dernières années, il y a surtout des empires. Steve en a parlé certains. Les derniers qu'on connaît, c'était l'Austro-Hongrois et l'Empire ottoman, etc. Bon, voilà, ça, c'est eux qui évitent que les populations s'entretuent. Donc, il faut un pouvoir central autoritaire. C'est un peu ce que demande le peuple quand il demande aussi à l'extrême droite de passer. Ça veut dire qu'on veut aussi quelque chose d'autoritaire qui va pas négocier avec les voyous. Donc c'est ça, c'est un modèle. L'autre modèle, c'est d'avoir un projet sociétal partagé dans la République. Si la République ne marche pas, alors on arrive vers la libanisation. Ça veut dire qu'on a essayé de faire, le général de Gaulle en 42 a essayé de créer au Liban un sort de système purement technique, comme un gouvernement technique. Vous voyez, un gouvernement technique où on a dit, il va y avoir ce qu'on appelle les différentes confessionnelles, c'est le modèle confessionnel, en mettant des pourcentages de gouvernement, et ça a tenu jusqu'en 69, ça a explosé en guerre civile. On peut pas simplement marcher avec quelque chose de technique. Il faut qu'il y ait un projet sociétal partagé. Ce projet sociétal doit être très fort, et c'est ce qui est majeur en Israël, c'est ce projet, quoi qu'on veuille. Le drapeau d'Israël qui est partout. On n'a pas honte du drapeau d'Israël. On n'a pas envie d'adopter d'autres drapeaux. Donc, c'est des choses qui viennent. Mais non, je suis pas du tout en train de donner des leçons en disant, voilà, Israël, c'est mieux que la France. Certainement pas la France. Et c'est un pays qui est dans le long terme, qui va s'en sortir, qui va renaître de ses cendres. Mais on risque d'avoir une situation vraiment difficile. Si vous m'avez demandé les scénarios pour la France, donc je vais vous les donner quand même. C'est très simple, en réalité. On va dire, c'est tellement simple. Je vous parle vraiment comme devant un parterre de généraux israéliens. Donc, ne prenez pas ça à cœur. Je parle pas gentiment. Je suis pas diplomate. Je m'appelle Dov. Ça veut dire un ours. Je suis un ours mal léché. Je vais vous dire tel qu'on parle très vite au Conseil des ministres. Et quand j'arrive au Conseil des ministres, je dis, il n'y a aucun scénario rose pour l'avenir des Juifs d'Europe. Personne ne tique. Et quand je leur dis, écoutez, on a deux scénarios. Un qui s'appelle soumission à la Walbeck. Vous vous rappelez que la traduction du mot islam veut dire soumission. Donc, on a un modèle islamisation. Et l'autre modèle, ce serait la reconquista, ce qui s'est passé en 1492, qui s'est traduit par l'expulsion des morts, des Arabes, et ensuite l'expulsion des Juifs, qui ont été un dégât collatéral de cette histoire. Voilà ce qu'on connaît, les grands scénarios. Et entre les deux, on a ce que Steve a appelé la guerre civile, ou que Macron a appelé la guerre civile. Ça veut dire une situation, quand on a une minorité grandissante et qui est combattante et qui est conquérante, il y a trois possibilités. Soit on arrive à la neutraliser et la mettre au pas, soit on arrive à l'expulser, soit on arrive à la guerre civile pour que à la fin. Donc comme maintenant, depuis le 7 octobre, on a eu un mouvement, il faut comprendre que le 7 octobre a été un moment mythologique pour les musulmans dans le monde entier. Ça leur a redonné leur dignité. Ils ont un sentiment, c'est pas pour rien que ça a été tellement important. Si ils ne comprennent pas cette chose-là, ils peuvent pas comprendre ce qui se passe en Europe, ce qui se passe à travers le monde. Comment les musulmans du monde entier sont sentis tout à coup. C'est vrai. Depuis déjà, il y avait le mouvement depuis 79, bien sûr, depuis le moment de la révolution islamique en Iran, mais c'est continué encore plus depuis le 7 octobre, avec évidemment des gens qui instrumentalisent tout ça, puisque évidemment il y a le Qatar qui est intéressé de faire avancer des choses, il y a la Chine, Poutine qui sont intéressés de déstabiliser l'Occident, il y a des gens qui sont des idiots utiles de toute cette histoire-là, en rien à voir avec la souffrance des enfants gazaouis. Tout ça, c'est, si vous savez à quel point Poutine et la Chine s'intéressent au sort des enfants gazaouis, ils s'intéressent beaucoup moins que les Israéliens qui, eux, essayent de voir comment on pourrait les aider. Donc on est dans une autre situation, et voilà, il y a des gens qui essayent de conquérir l'Europe, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec du hard power et du soft power, et face à ça, on risque d'avoir un retour de bâton. Ça veut dire que les gens ne vont pas accepter, ils vont sortir leur fusil de chasse, et ils vont dire, écoutez, vous avez dépassé toutes les bornes, ou alors on va se soumettre. On peut aussi se soumettre. Alors si on veut parler pour la France, il y a toujours été deux France. Il y a la France du terreau,
la France qu'on a vue chez Pétain, et c'est ce qu'il dit, nous on reste là. Les Romains sont arrivés, ben on est devenus Romains, mais on a continué à faire ce qu'on voulait. Les chrétiens sont arrivés, on a essayé de continuer, mais en fait, si vous allez en Bretagne, vous allez voir un peu partout que les gens sont encore pas loin du paganisme et de l'animisme, etc. Donc on va rester, puis on va se dire musulmans, et puis on va faire autre chose. Mais de toute façon, on va garder tout ce qu'on connaît dans les romans, dans la littérature française. Là, on va revivre notre France comme on voulait, vous voyez. Donc et puis on se dit, ça c'est la France et puis il y a l'autre France, c'est la France des idées, la France de liberté, égalité, fraternité, la France, je dirais, il y a la France de la terre et la France de l'esprit, hein. Et donc la France de l'esprit, celle-là, c'est les grandes valeurs pour lesquelles De Gaulle, lui, il a quitté la France physique, géographique pour aller à Londres, pour vivre avec les valeurs de la France des idées. Vous voyez, donc il y a deux France. Et entre ces deux France-là aussi, il y a peut-être une tension dialectique qu'il faut voir. Maintenant, est-ce qu'Israël a quelque chose à apporter? Non, je crois pas. Je veux dire, oui, on a des choses à dire, mais bon, écoutez, on n'en est pas là, quoi. On a tellement à apprendre de la France. Je vous rappelle quand même, je le redis encore une dernière fois, que j'ai une gratitude infinie envers la France à laquelle je suis né, j'ai grandi jusqu'à 18 ans, parce que c'est extraordinaire je pense même pas une phrase que je suis en train de vous dire maintenant, que ce soit en français, en anglais. Ah oui, je vous ai pas dit que j'ai fait aussi webinar et podcast en anglais ces 3 derniers jours sur la situation des Juifs en Europe. Donc vous voyez, donc c'est un peu partout sur les médias, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, pour un peu partout. Donc il s'agit maintenant de créer un mouvement d'idées pour monter ça dans l'ordre politique israélien et juif mondial, pour que les Juifs se mobilisent autour d'une idée pareille. Les Juifs ne vont pas partir, les Juifs de France, pour l'instant. Ils n'en sont pas là. Ils ont pris un ticket, ils ont ouvert des dossiers en se disant il faut qu'on se prépare. Mais par contre, ce qu'on risque, on l'a dit un peu tout à l'heure, on risque aussi des explosions. On prie pour que ça n'arrive pas. Mais si ça arrive, puisqu'on est dans une situation explosive à énormément de niveaux, si ça devait arriver, nous, on doit être prêt à tous les niveaux et chacun doit être prêt. Mais on espère que ça n'arrivera pas et que tout va se passer encore. On va passer encore une autre vague. Mais sur le long terme, je reviens et je redis, je sais que je répète, mais c'est pas grave, on peut radoter. Alors on a le droit de radoter parfois, à mon âge, et donc on radote, et je dirais, écoutez, sur le long terme, nos petits-enfants, vous le savez, ne seront pas en France. Il n'y a plus de place, il faut partir, envoyez vos enfants, partez, préparez vos valises. Et c'est vrai que vous me dites, mais pour aller où? Ben, vous avez raison, c'est compliqué de partir, c'est très très compliqué de partir. Mais les Juifs sont quand même partis à un certain moment, ils sont partis d'Afrique du Nord, ils sont partis des pays musulmans, ils sont partis d'Europe de l'Est. Les Juifs ils n'ont pas été protégés par leur carte d'identité. C'est pas la citoyenneté qui va les protéger. Il faut comprendre aussi qu'on doit compter sur nous-mêmes et chacun doit compter sur lui-même pour avancer. Merci beaucoup. Merci, Dov Maimon. Un dernier mot avec vous, peut-être, Steve Oana, puisque vous avez donc fait votre alia il y a une dizaine d'années, je le disais. Vous avez 3 enfants. Effectivement, pour cet avenir des enfants, vous avez le sentiment que vous avez fait le bon choix au bon moment. Ah oui, en particulier quand je vois le clip qui a été réalisé par la LICRA, où on voit les familles juives et les enfants. Ce qui est très intéressant, c'est l'attitude des enfants dans ce clip, que je trouve assez réaliste. Excusez-moi, je corrige, j'ai dit le clip tout à l'heure, effectivement, c'était la LICRA. Merci d'avoir corrigé. Oui. Alors, on voit les enfants qui comprennent pas les injonctions des parents de se cacher. C'est très dur pour un enfant de vivre ça. Et mes enfants, d'ailleurs, je me souviens, un jour de Yom Ha'atzmaut, on était en France, on n'avait pas encore fait l'Alia, ils ont brandi les drapeaux d'Israël dans la rue, dans la rue de Paris. Et je leur avais dit, cachez ça, exactement comme les Juifs qu'on voit dans le clip. Et c'est pas possible d'imposer ce complexe identitaire à des enfants, surtout à l'heure où on a un État juif. Donc c'est fini maintenant, ça y est, cette époque est révolue, ça me fait trop mal au cœur de voir encore ça exister quelque part dans le monde à l'heure où on peut vivre fièrement son identité juive. Et donc je suis particulièrement fier d'avoir offert cette fierté identitaire à mes enfants. Merci beaucoup, Steve Oana. Merci, Dov Maimon. Je crois qu'on a fait un peu un tour complet de cette situation. Merci d'avoir parlé aussi franchement, de nous avoir raconté ce que vous étiez en train de faire. Et puis, on aura l'occasion sans doute de vous retrouver sur Mosaïque pour la suite du moment tout à fait crucial que nous vivons aujourd'hui, de cette crise dont on va continuer de suivre donc les prolongements. Merci à tous pour votre attention. Merci Antoine. Merci Dov. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.